bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de cette nouvelle émission en France, on estime que la maladie chronique touche entre 1,5 million et 4 millions d'enfants. Qu'est-ce que la maladie chronique? Quel est le quotidien de ces enfants? Quelle scolarité surtout? On en parle dans un instant avec nos deux invités. La meilleure des préventions, c'est forcément l'information. C'est ce que fait la maison d'édition À Titre d'Elle avec, vous allez voir, la diffusion notamment de 2 livres jeunesse, Chronique et Gromique, des outils très intéressants et surtout très efficaces sur le plan pédagogique. Et puis il y a la loupe d'Alix, dans une dizaine de minutes. Lux, on parle de d'une plateforme normande qui accompagne les personnes atteintes de maladies chroniques. On est parti. Et l'expression orale, c'est avec Annabelle Langlais. Bonjour Annabelle. Merci de nous rejoindre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, fondatrice, illustratrice au sein de la maison d'édition indépendante À Titre d'Elle. À Titre d'Elle, c'est quoi? À Titre d'Elle, voilà, c'est une toute petite maison d'édition indépendante qui propose des livres illustrés sur des sujets tabous ou sensibles, en tout cas. Et on est également, merci d'être avec nous, avec Louise Bréchet. Bonjour Louise, vous êtes la maman, vous êtes maman avec une maladie chronique et maman d'un enfant avec une maladie chronique. Et vous êtes du coup l'heureuse lectrice de Gromique et de Chronique de la société d'édition indépendante À Titre d'Elle. Comment vous avez découvert ces ouvrages ? Quand j'ai découvert ces ouvrages, j'étais tout jeune, tout juste diagnostiquée, puisque pathologie chronique est inconnue, ou presque. Et j'ai cherché à me renseigner et à poser des mots, notamment pour mon enfant qui, à l'époque, avait à peine 2 ans. Et je suis tombée par hasard au même moment que la sortie de Chronique. Et donc, je l'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Et ça a été pour moi extraordinaire, puisqu'on a pu mettre des mots compréhensibles par les adultes et par les enfants, et qui posent les mots qui sont nécessaires. Et on le détaille dans un instant. Annabelle, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser justement dans l'édition de ces livres jeunesse concernant là où les maladies chroniques? J'ai l'impression que vous dites là, vous. Alors, moi je dis là parce que je parle d'une manière générale. Mais effectivement, en fait, le tout premier livre qu'on a sorti, c'est Chronique, la mystérieuse malapartout de ma maman. Parce que moi, je suis atteinte aussi de maladies chroniques, alors plusieurs pour le coup. Et j'avais moi-même cherché à l'époque de mon diagnostic un livre pour en parler à ma fille. Et à l'époque, je n'avais pas trouvé. Et en fait, j'ai rencontré Gaëlle, donc, qui est l'auteur, ou l'autrice, je ne sais pas comment on dit, de Chronique, et qui était elle aussi atteinte de maladie chronique et qui cherchait aussi un livre pour en parler à son fils. Donc, elle avait déjà écrit un roman sur sa maladie. Moi, je dessinais. Donc, on s'est dit, bon, bah, voilà, si on ne trouve pas, on va le faire. Donc, au départ, on voulait faire pour nous. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais voilà, si nous, on en a besoin, il doit y avoir aussi d'autres personnes qui ont besoin d'un support comme ça pour communiquer. Donc, sachant que moi, je suis éducatrice d'enfants à la base, on a un petit peu réfléchi ça, justement, pour que ce livre puisse devenir un support de communication entre les parents ou entre les adultes, même si ce n'est pas les parents, pour parler de maladies chroniques avec les enfants. Voilà, donc on a lancé une campagne de financement participatif pour le premier, qui a eu un énorme retour. Voilà, il y a eu effectivement beaucoup de monde qui était intéressé. Et on a eu beaucoup de bons retours quand les personnes ont reçu ce livre. Et du coup, ils nous ont dit, continuez comme ça, parce que ce que vous faites, c'est important. Voilà, donc on en a fait. Dans la foulée de Chronique, vous avez eu pas mal de retours, vous l'avez dit, beaucoup de retours d'expérience, et beaucoup de parents qui vous ont un petit peu appelé à l'aide et vous dire il est temps de sortir Gromique, quoi. Alors, oui, effectivement, on a eu plusieurs retours pour nous dire que ce serait bien une version de Chronique pour les enfants. Mais c'est pas le deuxième qu'on a fait. Celui-là, on l'a fait 1 an après, je crois. Le temps que ça mature, tout ça. Voilà, parce qu'en plus, donc Gromique, c'est aussi Gaëlle qui l'a écrit, et Gaëlle, elle avait, en gros, elle a été diagnostiquée pour sa maladie chronique quand elle avait 13 ans. Donc c'est un livre aussi qui parle un petit peu d'elle, quoi. Louise Bréchet, qu'est-ce qu'une maladie chronique ? Une maladie chronique, c'est une maladie sur toute sa vie, qui ne s'arrête pas, qui peut commencer jeune, qui peut être diagnostiquée tard et qui peut aussi se déclarer tard,
qui est souvent invalidante, incapacitante et dans certains cas qui n'est pas soignable. On peut l'apaiser, mais on ne peut pas la soigner. On ne peut pas la soigner quoi qu'il arrive. Maintenant, on peut plus ou moins la soulager en fonction des situations. Est-ce qu'on sait combien il y a de maladies chroniques? Est-ce qu'elles sont répertoriées? Est-ce qu'elles sont listées? Est-ce qu'elles sont reconnues? Reconnues, je ne sais pas si elles le sont toutes. Il en apparaît assez régulièrement, ou en tout cas, il y en a qui sont décrites assez régulièrement. Et puis, tout dépend des pays. Il y a des pathologies qui sont reconnues aux États-Unis, par exemple, et qui le sont moins bien ou pas en France. Donc tout va dépendre aussi de la communauté médicale et de la description qu'ils ont de la maladie. Annabelle, comment on diagnostique une maladie chronique et est-ce que c'est un peu le parcours du combattant? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, en général, c'est le parcours du combattant, on peut le dire. Alors ça dépend des maladies, mais il y a beaucoup d'errances médicales. Alors moi, pour mes pathologies, par exemple, la première qui m'a été diagnostiquée, c'est l'endométriose. Et l'endométriose, on a mis 8 ans à me la diagnostiquer, puisque pendant 7 ans et demi, on m'a dit que c'était dans ma tête. Voilà. Donc, il y a un peu cette problématique quand les médecins ne trouvent pas spontanément qu'est-ce qui se passe dans votre corps. La facilité, c'est de dire que c'est psychologique. Louise, est-ce que ça a été un soulagement quand vous avez découvert Chronique et Gromique au niveau du format, bien sûr, un album illustré, coloré? Il y a un ton aussi, j'imagine? Alors, ça a été un vrai soulagement. J'ai fait le choix de le lire tout de suite avec mon enfant pour Chromique, dans un premier temps, qui à l'époque avait 3 ans de mémoire. C'était pour son anniversaire qu'on l'avait reçu. J'en ai pleuré de joie de pouvoir mettre des mots, de pouvoir lui expliquer et des mots qu'il comprenne. Le texte est pour moi très bien fait, dans le sens où il est compréhensible à l'enfant. Et c'est un moyen de communication extraordinaire aux adultes également. C'est un livre que j'ai à la maison, mais qu'on partage régulièrement auprès d'autres adultes, justement pour pouvoir créer du lien et de la discussion quand je ne m'en sens plus capable. Quand on a reçu Gromique, ça a été un soulagement pour mon enfant. Oui, Gromique, tu as raison. Ça a été un soulagement pour lui. On l'embrasse, il est à côté. Ça a été un soulagement pour lui, pour pouvoir mettre des émotions sur ce qu'il ressentait. C'est-à-dire que Chromique nous a permis de parler, de mettre des mots, et Gromique permet de mettre des émotions et de communiquer plus facilement ensemble. Votre enfant? Comment s'appelle votre enfant? Il s'appelle Léandre. Léandre, waouh, c'est joli ça. Léandre. Et il a quel âge aujourd'hui? 6 ans. 6 ans. Ah ben on t'embrasse. Je sais que t'es juste... Non, c'est une... Reprenez sur autre chose. D'accord. Allez. Louise, une maladie chronique peut parfois s'apparenter à une sorte de handicap invisible. Est-ce que c'est discriminant au quotidien? C'est complètement discriminant dans le sens où on a l'air d'aller bien, dans le sens où on a l'air d'être bien portant. Je fais partie de ces personnes également qui ont du mal à dire stop, à apprendre à se poser. Et les gens le voient, mais le voient comme quelqu'un de dynamique et ne voient pas tout l'impact qu'il y a derrière, ne voient pas la fatigue, les douleurs que l'on tait, les difficultés à s'exprimer, les difficultés... quand je dis s'exprimer, à trouver ses mots et parfois même à se déplacer. Un bon exemple, il y a des fois je suis capable de faire 5 km de marche, il y a d'autres jours je ne suis pas capable de faire plus de 100 mètres. Et c'est très difficile à expliquer et à exprimer, même auprès des professionnels de santé et des maisons départementales du handicap. C'est difficile effectivement de s'exprimer auprès des professionnels de santé. Annabelle Langlais, c'est aussi difficile, on l'a dit, Annabelle, de s'exprimer auprès de ses enfants. On peut commencer à aborder ces questions à partir de quel âge? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Ce qui est compliqué, effectivement, de trouver les bons mots, et adapté à l'âge de l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous, on avait choisi de trouver ce support, en tout cas, en personnifiant un petit peu la maladie pour que ça facilite la compréhension pour l'enfant, puisque la maladie, c'est quelque chose qui est invisible. Donc là, voilà, en le personnifiant, en tout cas, ça donne un support à l'imaginaire et puis au dialogue. Mais j'ai oublié votre question. Louise, quand
comment on se sent forcément, parce que quand le diagnostic tombe, Louise, puisque le diagnostic est tombé pour vous, et c'était aussi le cas pour Léandre. Le diagnostic, pour moi, quand il est tombé, c'était un soulagement. Dans un premier temps, soulagement de pouvoir mettre des mots, de ne pas être folle. C'est-à-dire que moi, mes premiers symptômes sont apparus, j'avais 10 ans, j'ai été diagnostiquée à 29 ans. Et pendant tout ce temps-là, c'est dans votre tête, c'est impossible, oui, bah, c'est bon, c'est normal. Et du coup, me dire, je ne suis pas folle. Et cette pathologie existe, a été très importante. Dans un deuxième temps, ça a été une inquiétude vis-à-vis de mon enfant, puisque j'étais déjà maman. Et comment est-ce que ça allait s'impacter sur lui? Comment est-ce qu'il allait le vivre? C'était pour nous assez compliqué de mettre des mots dessus. Après ça, il a été diagnostiqué de manière encore incertaine, puisque je suis atteinte d'un syndrome d'Ehlers-Danlos et d'un syndrome d'activation mastocytaire, qui sont des pathologies à génétique dominante, c'est-à-dire qu'il faut un seul parent pour le transmettre à son enfant. Mais qui s'exprime beaucoup plus chez la femme, notamment en lien avec les pics hormonaux, que chez l'homme. Et donc, c'est un soulagement de se dire, oui, il sera sûrement atteint puisqu'il a le gène, mais en même temps, il le sera normalement moins que moi. Et pour lui, au moins, c'est chouette. Avec quelles conséquences pour la vie de Léandre ? Des conséquences d'une obligation de faire beaucoup de sport pour essayer de faire en sorte qu'il soit très musclé pour tenir ses articulations, avec malgré tout beaucoup d'entorses, des luxations. Typiquement, les premières fois où on a vu les premiers symptômes, je lui tenais la main dans la rue, il allait voir les vitrines comme tous les enfants, et là, sans forcément forcer ni tirer, on voyait son coude qui claquait. Donc en fait, il avait le coude qui était comme ça, puis qui faisait ça. Et qui revenait à sa place. C'est très impressionnant quand on le voit chez les autres. Sur moi, c'était habituel, mais chez les autres, c'est très impressionnant. On a des conséquences aussi sur son sommeil. À 6 ans, il n'a toujours pas fait de nuit complète et il fait souvent des nuits très courtes. On a des conséquences sur les douleurs de ventre, douleurs de jambes, notamment liées aux entorses à répétition et aux subluxations à répétition. Et puis des difficultés aussi comportementales liées à l'incompréhension de ce qu'il vit et liées aussi à ses douleurs. Enfin, quand on a mal tout le temps, il y a des fois où on est agacé, où on n'est pas bien, on est en colère et il faut l'aider et l'accompagner. Et c'est pas tous les jours facile. Plus le manque de sommeil, effectivement, c'est énorme. Et Louise, comment ça se passe à l'école? Le personnel éducatif s'adapte? Alors, Léandre a été scolarisé pendant 3 ans à sa demande. On a découvert également un haut potentiel intellectuel. Donc en moyenne section, par exemple, il est passé en grande section. L'adaptation a été extrêmement compliquée, le PAI n'était pas respecté, il y a eu beaucoup de discrimination, volontaire ou involontaire, notamment de la part du personnel, de la part des autres enfants aussi. Il y a certains aliments, par exemple, qu'il ne peut pas manger. Il a été menacé de manger les aliments qu'il ne peut pas manger sous peine d'être tapé. En tout cas, c'est le retour qu'il nous a fait à l'époque. Sur le conseil des directeurs, des 2 directeurs d'école qui nous suivaient, parce qu'on essayait de trouver des solutions autant qu'on pouvait avec les professionnels, on a fini par inscrire Léandre en instruction en famille parce que c'était devenu trop compliqué et absolument pas adaptable à l'école au final. Annabelle, comment se passe la prise en charge? J'imagine que pour certaines maladies chroniques, c'est le parcours du combattant. Bah là, ça dépend vraiment de quelle maladie. Pour ma part, j'ai des traitements, un traitement qu'on appelle la biothérapie, parce que moi j'ai une maladie auto-immune, donc qui vient en fait enlever un petit peu... Pardon, j'y arrive pas. Je vous en prie, Annabelle. Une maladie auto-immune qui enlève, oui. Je vous en prie. Je sais que c'est forcément délicat. J'imagine que vous recevez, Annabelle, beaucoup de témoignages des parents grâce à vos ouvrages. Que vous disent-ils concernant la scolarité de leurs enfants? Et justement, dans quelle mesure vos ouvrages aident ces petits garçons et ces petites filles à avoir une bien meilleure scolarité et peut-être, pourquoi pas, à reprendre confiance aussi? Alors, dans certains cas, les livres ont pu
permettre aux enfants de justement aborder leur propre maladie devant leurs camarades de classe, à l'aide de la maîtresse, enfin des maîtresses en général. Voilà, c'est vrai que c'est un livre qui peut servir un petit peu de prévention, puisque le livre parle d'un petit garçon qui est malade. Et après ça, voilà, dire bon moi aussi je suis malade, voilà ce qui m'arrive, voilà pourquoi parfois j'ai des béquilles, parfois j'en ai pas, voilà pourquoi je ne peux pas manger les goûters quand on fait les anniversaires, etc. Donc ça peut être un support aussi très visuel pour la compréhension des autres enfants. Comment ça s'est passé pour l'imagination, la conception du premier ouvrage Chronique? Vous avez beaucoup hésité avec l'auteur, avec Gaëlle? Comment ça s'est passé justement? Non, ça s'est fait de manière assez naturelle en fait. Moi, j'ai commencé à faire plusieurs petits dessins pour trouver Chronique justement. Et quand il est sorti de mon crayon, ça a été tout de suite celui-là, quoi. Donc voilà, on s'est dit c'est lui, voilà. Et pour le texte, c'est pareil. On l'a un petit peu retravaillé, mais comme on y a mis, j'ai envie de dire, nos tripes un petit peu, parce qu'on parlait de nous aussi, ça s'est fait assez naturellement. C'est l'heure de la loupe. La loupe d'Alix. Oh là là, j'en perds mes feuilles, effectivement. Alix, aujourd'hui, tu nous parles de l'initiative Planète Patient ou Planète Patient, une plateforme normande dédiée à l'éducation thérapeutique. Oui, elle se situe plus exactement à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados. Et depuis 5 ans, elle se consacre à soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques pour les aider à améliorer leur quotidien. Planète Patient accompagne en moyenne 2000 personnes chaque année. Et selon les besoins spécifiques des patients, il leur propose des séances avec des professionnels de santé ou des ateliers plus généraux sur des sujets comme l'alimentation, la gestion des traitements et même la préservation de l'estime de soi, très important. Parmi ces ateliers, certains sont spécialement conçus pour les enfants, les adolescents et les familles. Des thèmes tels que l'obésité et l'asthme pédiatrique sont abordés. Plus globalement, l'objectif est de fournir des outils pratiques, de partager les connaissances et les astuces de chacun, mais aussi d'offrir des compétences aux enfants et aux familles pour mieux comprendre et gérer leur maladie au quotidien. On a des ateliers du repas, par exemple, comment ça se passe le repas chez vous. Donc ça peut être là une ressource pour un petit peu aussi travailler la communication, tout ce qui se joue autour du repas. On va avoir un atelier aussi de soutien à la parentalité pour pouvoir aborder la thématique des écrans, les répercussions sur le sommeil, aussi éventuellement les répercussions sur l'alimentation. Et puis, on a essayé de développer 2 ateliers un peu plus spécifiques pour les parents. Un qui s'intitule « Vivre avec la maladie de mon enfant », où là, l'idée, c'est d'aider les familles à un petit peu identifier et exprimer un peu l'impact de la maladie de leur enfant sur le quotidien, de pouvoir repérer un petit peu les émotions que ça engendre, des fois les conséquences dans leur comportement, soit avec l'enfant, soit aussi dans leur vie du quotidien, et d'essayer de trouver ensemble des stratégies pour voir comment faire aussi pour prendre soin d'eux et en même temps pouvoir continuer à prendre au mieux soin de leur enfant. Et on retient aussi un atelier qui se concentre sur le fait de grandir avec la maladie et plus particulièrement lorsqu'on doit mener à bien des projets personnels. Louise, est-ce que vous êtes vous aussi accompagnée par une plateforme comme celle-ci au quotidien? Pas du tout. Alors, je suis par contre très accompagnée par l'association de patients du syndrome d'Ehlers-Danlos, SADIN France, qui a créé un groupe sur Facebook où tout le monde échange. Et on a notamment certains professionnels de santé et sociaux au sein de l'association qui nous permettent de nous soutenir. Mais on n'a pas de plateforme aussi développée que celle dont vous venez de parler. Louise, est-ce que c'est encore difficile, vous êtes adulte, aujourd'hui de parler de votre pathologie? Ça dépend des moments. S'il s'agit de parler de moi et de mes difficultés, oui, c'est très difficile et j'ai encore du mal à poser des mots, notamment parce que ça a été endormi toute ma vie. Maintenant, parler de la pathologie en général, pour moi, c'est moins compliqué. J'ai aussi été professionnelle de santé et je pense que ça aide à essayer de vulgariser, de discuter, d'échanger, puisque pour moi, sans échange, il n'y a pas de compréhension, et sans compréhension, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Mais voilà, vis-à-vis de moi, ça reste encore très complexe. Merci encore une fois de nous en parler, de nous parler effectivement de votre situation et de celle de votre petit bout de chou, de celle de Léandre aujourd'hui. Annabelle, le but de vos ouvrages, c'est aussi d'alerter, de sensibiliser les professionnels de santé?
Oui, pourquoi pas. Après, c'est pas nécessairement axé pour les professionnels de santé, mais peut-être plus pour un public plus large. Par exemple, chronique, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours qui me disaient que justement, par exemple, le conjoint de la personne malade s'était aperçu des difficultés que vivait sa femme, ou même pour des adolescents. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut aider tout le monde à comprendre en fait ce que vit la personne. Annabelle, vous évoquiez tout à l'heure l'importance des mots. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre pour insérer un peu de légèreté dans des sujets parfois délicats? Comment? Ben je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je pense que chacun peut trouver son équilibre. Il suffit de s'écouter et puis de voir aussi un petit peu la réaction de son enfant en face. Je pense que si l'enfant pose des questions, c'est qu'il est prêt à entendre les réponses. Donc on peut peut-être y aller progressivement et voir s'il continue avec ses questions, s'il va en savoir un petit peu plus, ou si alors s'il change de sujet, c'est qu'on a déjà répondu et que c'est peut-être pas la peine de donner plus de détails. Voilà. Très bonne réponse. Louise Bréchet, est-ce que souvent ces pathologies s'accompagnent d'une perte de confiance? Et si oui, comment on la retrouve? Pour moi, en tout cas, pour d'autres personnes, c'est difficile de dire. Je pense que c'est particulier à chaque personne. La perte de confiance était face au non-diagnostic, face à l'errance médicale qui, du coup, a duré plus de 20 ans, et face aux professionnels de santé qui me disaient « mais c'est dans votre tête, il faut régler vos problèmes psy et ça ira mieux ». Et quand j'allais voir des psychologues, ils disaient « ben non, en fait, tout va bien ». Tout va bien, je vois même pas pourquoi on ferait un suivi. Et ça, c'est une perte de confiance énorme. Et c'est une perte aussi de confiance face à l'écoute de son corps. Retrouver au bout de 20 ans comment est-ce que je m'écoute, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'exprimer face à ce corps. Et du coup, très compliqué derrière. Annabelle, vous apprenez tous les jours sur votre pathologie, sur votre maladie chronique? Non, moi j'ai cessé de me renseigner. J'essaye de me concentrer sur moi, sur mes ressentis, voilà, reprendre confiance, hein, comme disait Louise, avec mon corps, avec mes potentialités. Et c'est déjà bien suffisant. C'est déjà énorme. Comment on construit un projet de vie, justement, quand on a une maladie chronique? Ce qui est difficile pour construire des projets, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va tourner en fait. C'est un peu comme une épée de Damoclès. On sait que la maladie peut peut-être se mettre en rémission, dans le meilleur des cas. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus comment elle peut dégénérer. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'apprends à faire en tout cas, c'est de vivre au jour le jour, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et pour le reste, on verra plus tard. Louise, c'est vous qui parlez de la maladie avec Léandre, ou c'est plutôt Léandre qui aborde le sujet, ou c'est chacun de son tour? Léandre, au tout début, voyait surtout maman et se disait « mais maman, elle se dégrade de jour en jour, j'étais sur une grosse période de crise » et pour lui, c'était très compliqué. Et il m'en parlait presque tous les jours. C'est « mais t'as besoin d'un fauteuil roulant maintenant, mais pourquoi t'as mal ?» Il y a eu toute une période où je n'arrivais plus à le porter dans mes bras tellement j'avais mal. Et du coup, ça devenait compliqué à la maison et il avait besoin de poser plein de questions. En général, je le laisse faire. Sauf si ça a un impact sur notre vie, en disant bah, là, on ne peut pas sortir pour telle et telle raison, que ce soit vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de moi, de manière à ce qu'il comprenne mieux les enjeux. Mais sinon, je le laisse venir, je laisse poser ses questions. J'ai tendance à penser que l'enfant pose ses questions quand il en a besoin. Vous avez du mérite, parce que je sais que quand il y a du bruit autour, des fois, c'est pas facile de s'exprimer. Là, je vois qu'il y a toute la famille, parce qu'il y a Léandre, mais je crois qu'il y a aussi votre animal de compagnie, qu'on embrasse aussi, on adore les animaux. Ça, ici, aucun souci, moi j'adore, ça apporte de la vie, c'est magnifique. Annabelle, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, moi, c'est toujours en dents de scie. Donc aujourd'hui, ça va à peu près. Mais hier, ça n'allait pas. Donc voilà, comme je disais, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour et justement, c'est votre travail, c'est votre projet qui vous permet aussi de vous projeter, de tenir le coup. Ça me permet de tenir, oui, parce que voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc c'est un métier qui
me portait beaucoup et que je ne peux plus faire. Je ne peux plus travailler auprès des enfants maintenant. Et du coup, voilà, moi, ce projet autour des livres, de pouvoir apporter des outils de communication, de dialogue et à la fois d'imaginaire et tout ça, voilà, c'est quelque chose qui m'aide à supporter un petit peu la maladie. Et puis le dessin, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au moment où je suis tombée malade. Et c'est vraiment un besoin maintenant pour moi. Annabelle, vous diriez qu'aujourd'hui, vous êtes entourée par de bons professionnels qui comprennent bien la maladie ? Alors aujourd'hui, oui, mais ça a été compliqué de les trouver parce que, comme je disais, voilà, entre ceux qui disent c'est dans votre tête, ceux qui pensent qu'on exagère quand on a mal, ceux qui prennent pas en compte nos contraintes, notre vision des choses, etc. Ça a été très compliqué. Mais maintenant, ça y est, j'ai trouvé, oui, j'ai un super kiné, j'ai une très bonne rhumatologue, un très bon médecin traitant, donc ça, c'est chouette. Louise Brechet, vous êtes professionnelle de santé vous-même. Qu'avez-vous envie de dire à vos confrères et consoeurs les mots, justement, c'est peut-être le « je te crois » pour commencer ? Oui, je pense que c'est « je te crois ». J'ai moi-même vu beaucoup de violence par l'incroyance dans le médical. S'il te plaît, Léandre, merci. Pardon. Beaucoup d'incroyance dans le domaine médical. Quand quelqu'un dit « j'ai mal », souvent la réponse c'est « oui, bah, ça va, de toute façon, vous n'êtes pas en train de pleurer ». Oui, mais quand on a mal tous les jours, en fait, on préfère sourire que de pleurer tout le temps. Enfin, sinon, on s'en sort pas, déjà. Psychologiquement, c'est trop dur à tenir. Mais il y a des fois où j'ai été sur des douleurs énormes, proches du 9 sur 10, donc incapable de réfléchir, incapable de penser à autre chose, de grosses difficultés à me concentrer, et où j'ai des professionnels de santé qui me disaient « mais non, c'est pas possible, vous êtes en train de sourire ». Bah oui, mais je le vis tous les jours. Donc déjà, ma tolérance à la douleur est différente de celle des autres qui le vivent de manière, de manière ponctuelle. Un bon exemple a été mon accouchement. Mon accouchement, je l'ai fait... Léandre, s'il te plaît, laisse-moi finir. Mon accouchement, je l'ai fait sans péridurale et mon seul inconfort, c'était que je vomissais. Mais la douleur en elle-même, je ne la sentais pas forte puisqu'elle était moins forte que ce que je ressens tous les jours. Et les professionnels de santé, lors de l'accouchement, ne comprenaient pas. Comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, beaucoup mieux qu'il y a 3 ans. J'ai appris, je pense, à m'écouter et à mieux comprendre mon corps, mais il y a encore beaucoup de chemin. Bon, en tout cas, un énorme merci à toutes les deux. Merci d'avoir témoigné. Je sais que c'est pas forcément facile. Vous avez le courage de le faire et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos précisions et merci aussi à Annabelle Langlais, je rappelle fondatrice et illustratrice au sein de la maison d'édition indépendante À titre d'elle. Chronique et Gromique et bientôt un petit nouveau ou pas, Annabelle ? Alors le prochain, oui, il s'appelle le Gros Robert et c'est sur le manque d'estime de soi qui peut être tout à fait lié à la maladie chronique. Et on vous invitera sur le plateau de School TV, le Mac, bien sûr, pour en reparler. Merci encore, mesdames. Une grosse bise à Léandre. Merci. À bientôt. Et au chien. Et au petit chien, bien sûr. Salut Alix, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Ciao.